Alors, grosso modo, le yoga, c'est quoi? Je vais en fait donner une définition plutôt formelle d'ici quelques minutes. Je vais quand même vous offrir en fait une illustration plus personnelle. J'ai grandi à Pondichéry, d'une classe moyenne quand même. Mais en fait, j'étais élevé dans une bidonville urbaine. Donc, quasiment tous mes amis en fait vivaient dans des paillotes. Ils étaient plus ou moins nus, il n'y avait pas de vêtements. Et quelque part, je me permettais aussi, justement, comme il faisait très chaud, de ne pas avoir de chemise, de me promener quasiment semi-nu, et à la colère de mes parents des fois. Et je me rappelle encore parce qu'en fait, finalement, on n'avait pas de jouets. Donc finalement, les seuls jouets qu'on avait, c'était pas Mattel ou Lego. On les inventait nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on trouvait des bouts de bois ici et là, et puis voilà, c'était un manque de ressources, mais il n'y avait pas un manque d'imagination. Donc quelque part, on concevait nos jouets nous-mêmes. Et puis, on n'avait pas de réfrigérateur à la maison, on n'avait pas de télévision. On allait voir les films chez le voisin, on nous appelait les singes parce qu'on était agrippés à la fenêtre du voisin tout le temps. Bref, l'idée c'était que finalement, c'était un environnement imprégné de contraintes et d'adversité. Mais simplement, ça ne nous empêchait pas d'être créatifs. Donc, quelque part, c'est ça, le yoga, c'est qu'en fait, dans un environnement imprégné de contraintes et de manque de ressources, ce qui est le plus abondant, c'est l'imagination et la créativité. L'idée donc c'est de s'appuyer et se ressourcer dans ce qui est abondant, c'est-à-dire l'imagination et la créativité, pour adresser ce qui est rare, c'est-à-dire des conditions matérielles. Et donc, dans mon livre, en fait, on a essayé d'étudier et formaliser un petit peu donc, cet état d'esprit du yoga, parce que franchement, c'est un état d'esprit, c'est pas une approche. Pour ceux d'entre vous connaissez, c'est pas comme l'approche Six Sigma ou une méthodologie très pratique. C'est plus un état d'esprit. Alors, quelques exemples concrets d'entrepreneurs qui incarnent cet état d'esprit, un peu à travers le monde d'ailleurs. En Inde, il y a un potier de formation qui a inventé un réfrigérateur qui ne consomme pas d'électricité. Ça s'appelle le Mythicool. Ça coûte à peu près 30 euros et c'est 100% biodégradable. Il l'a inventé en fait parce qu'il voulait que les habitants de ce village aient accès à quelque chose qui ressemble à un réfrigérateur. Donc, il y avait quand même cette idée d'aspiration. Et entre parenthèses, c'est un peu ça l'idée de Jugaad aussi, c'est comment combler cette vide qui existe entre high aspirations, grande aspiration, et low income. Ça, c'est dangereux dans des pays. Je pense que l'Afrique, justement, le gap est encore plus grand. Et tous les pays où il y a ce gap entre grande aspiration et ressources minimales vont devenir des terreaux de Jugaad et créativité, quoi. Et donc ce gars-là, finalement, il a inventé ce réfrigérateur qui ne consomme pas d'électricité, 100% biodégradable. Et pourtant, on peut conserver fruits et légumes frais pendant 5 jours et le lait frais pendant 2 jours. Et effectivement, dans les villages où j'habite, dans cet état de Gujarat, il fait très très chaud, jusqu'à 45-50 degrés. Effectivement, ça permet effectivement aux habitants qui ne sont pas alimentés en électricité, parce que 600 millions d'habitants ne sont pas connectés au grid électrique. Et en même temps, l'approvisionnement alimentaire est souvent imprévisible, intermittente. Donc ça permet aussi justement d'assurer cette stabilité alimentaire. Un autre exemple, j'aime bien beaucoup parce qu'en fait, ce premier exemple, ça montre effectivement que la rareté de ressources, finalement, c'est la nécessité, c'est la mère de l'invention, et la rareté, c'est la grand-mère, j'imagine. Et donc, nous, on s'est... Donc, moi et mes co-auteurs, on s'est dit, bon, on connaît qui est la mère de la rareté, c'est effectivement la mère de l'invention, mais qui est le père? Alors, le père, finalement, a découvert, c'est l'adversité. Alors, c'est assez intéressant parce qu'on parle d'adversité, on parle de morosité en France, on parle de contraintes. Le problème, c'est que les contraintes existent, comme Jean-Joseph disait, effectivement, comme la mondialisation, les contraintes, objectivement, elles existent. Il y a des normes, on parle de réglementation, c'est vrai. Ça, c'est réel, le monde réel. La question, c'est comme Bouddha disait, il n'y a pas de monde objectif, il y a uniquement un monde subjectif. C'est comment vous percevez ces contraintes. Et là, l'être humain a souvent deux postures vis-à-vis des contraintes. C'est fight or flight. Soit on combat les contraintes, ou on s'enfuit. Mais dans les pays en développement, il y a une troisième voie, une voie de sagesse, qui consiste en fait, comme les alchimistes, à transmuer l'adversité en opportunité. C'est une façon de transcender et inclure l'adversité à votre avantage. Un exemple concret, c'est Kanak Das. C'est un jeune homme qui en avait marre de conduire son vélo dans les routes de son village en nord-est de l'Inde, qui était parsemé de nids de poules et de bosses, et ça le ralentissait. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Alors, si vous étiez ingénieur chez Renault, l'instinct aurait été de développer des amortisseurs pour contrecarrer ce problème. Alors, au lieu de contrecarrer, il a inventé un petit appareil qu'il attachait à son vélo,
qui convertit systématiquement les nids de poules en énergie d'accélération. Donc plus le nid de poule, plus le vélo roule vite. Okay. C'est un peu ça aussi l'esprit de Jugaad, c'est carrément dire comment je contourne pas d'ailleurs, je convertis ce problème en une solution. Donc on trouve cette forme d'ingéniosité, si vous voulez, frugale et tout à fait astucieuse dans beaucoup de pays émergents. Donc en Afrique, il est pratique courant par exemple aussi de recharger votre portable en utilisant votre bicyclette, au point où Nokia a même inventé un accessoire à ce besoin-là. Et c'est assez intéressant parce que l'Afrique, c'est aussi un pays qui est en train de devenir le centre du monde pour tout ce qui est des grands groupes qui sont en train d'établir le centre de recherche. Il y a exactement un mois, IBM vient d'ouvrir le centre de recherche à Nairobi, Kenya, qui est en train de devenir le hub africain de tout ce qui est innovation mobile. Donc en Afrique, vous allez voir beaucoup de formes d'innovation tout à fait ingénieuses. Et l'Afrique, c'est aussi intéressant parce que au-delà de cette idée effectivement que le fait que l'innovation s'appuie sur le collectif en Afrique, c'est un bon point que Jean vous a fait évoquer. Il y a un autre point important qui me fascine en Afrique, et je pense que plus que l'Inde, parce que l'Inde a un petit problème sur ce côté-là. Autant l'Inde on appelle le serpent mythique, dont la queue est prise au piège dans l'ère Veda de 5000 ans, et la tête est au 22e siècle. On est un peu coincé de l'autre côté. L'Afrique, c'est le fameux mythe, c'est le serpent circulaire qui est capable d'intégrer les deux. Et c'est ça, je veux dire, c'est tradition et modernité qui s'intègrent. C'est le vélo qui est quand même quelque chose de très ancien, qui se marie avec le portable. Donc vous allez voir le extra high-tech qui se marie avec extra low-tech. Il n'y a que l'Afrique qui va être capable de faire ça. Et c'est pour ça que je pense que l'Afrique est vraiment un vrai terroir d'inspiration pour nous. Et il y a plein d'exemples dans le livre que j'ai écrit. Il y a au Pérou, effectivement, un pays avec 80% d'humidité et 1 cm de précipitation. Une école d'ingénieurs locale a conçu des panneaux publicitaires qui convertissent l'air ambiant en eau potable, jusqu'à 100 litres d'eau. Littéralement, il peut produire de l'eau à partir de rien, de l'air. Donc, quelque part, pour résumer, en fait, Jugaad, finalement, c'est quoi? C'est un état d'esprit qui consiste, c'est un mot en hindi, c'est une capacité ingénieuse à improviser des solutions tout à fait frugales dans des conditions adverses, voire hostiles. Alors, Claude Lévi-Strauss l'a très bien capté dans son livre La pensée sauvage, qui a été publié en 1962, où il distingue en fait les deux communautés, les communautés des savants et la communauté des bricoleurs, il appelait ça. Les savants, alors c'est quoi la différence? Alors, un savant, c'est quand il confronte un problème, il va à la quête des meilleures ressources possibles pour concevoir la solution la plus parfaite. Un bricoleur fait l'état des lieux de ce qu'il possède déjà et essaie d'optimiser son utilisation pour trouver une solution juste satisfaisante. Et pour moi, le bricolage, ça s'apparente exactement à l'état d'esprit du Jugaad. Et dans un monde, effectivement, où les ressources naturelles se raréfient, je pense qu'on a plus besoin de l'état d'esprit de Jugaad, plus que l'état d'esprit de savant. Et dans mon livre, finalement, je donne beaucoup d'exemples d'entreprises françaises, occidentales, qui sont en train de s'imprégner de cet état d'esprit de Jugaad pour justement concevoir des solutions abordables et durables aussi à travers le monde entier. Mais ce qui me fascine, dans quelques exemples concrets, juste 2 exemples pour illustrer. Essilor vient de lancer une nouvelle division métier qui s'appelle 2.0 New Generation. 2.0 se réfère aux 2,5 milliards d'habitants dans le monde qui sont malvoyants, dont 500 millions en Inde seulement. Donc ils ont lancé un nouveau modèle économique inclusif qui consiste en fait à utiliser des jeunes indiens, à les former, et ensuite ils font de porte-à-porte pour justement faire des tests des yeux et ensuite prescrire, voire carrément offrir une monture donc effectivement aux personnes malvoyantes. Et c'est un modèle qui est très courant parce qu'enfin un peu ça c'est le problème de last mile, c'est comment en fait combler le vide qui existe dans la chaîne de distribution. C'est l'idée de bâtir des réseaux de proximité, si vous voulez, en s'appuyant justement sur les communautés locales. Et ça, pour moi, c'est une forme d'innovation citoyenne parce que le citoyen n'est plus un consommateur passif. Il devient co-créateur de valeur, quoi. On parle aussi de chaîne de valeur hybride, c'est un autre terme, nous avons entendu parler. C'est quand le secteur privé se dit on va s'appuyer quelque part sur les communautés locales pour bâtir des chaînes de valeur où justement ces communautés locales puissent s'intégrer dans des maillons de la chaîne de valeur qui était traditionnellement l'apanage du secteur privé. Il y a d'autres exemples dans mon livre, vous pouvez lire, mais ce qui m'intéresse personnellement, bon, je ne suis pas un déclinologue, je suis quand même, je ne sais pas pourquoi, peut-être
optimiste de nature, c'est dans mon sang, mais ce qui me fascine, parce qu'en fait, la France, je sais, Jean-Joseph, que la Chine a inventé Vélib, peut-être, enfin, niveau, c'est vrai, mais moi j'habite en Californie. Vous savez quoi? Vélib a été introduit à Paris en 2007. En Californie, l'équivalent de Vélib est sorti uniquement en août 2013. À peine 2 mois. Okay. Donc mon point, c'est qu'il y a des domaines où on est très très fort, mais on ne célèbre pas. Alors pour moi, les 2 domaines où je crois que la France est excellente, où le Djougad rejoint tout à fait, c'est l'économie de partage. On est quand même très très bon dedans. Je pense à des jeunes comme Carnot Computing, c'est pas entendu parler, qui utilisent la chaleur dégagée des centres de traitement informatique pour alimenter les maisons. C'est quand même génial, quoi. Ingénieux ça. Hein. C'est des data centers qui alimentent maintenant l'électricité des maisons, quoi. C'est ingénieux. C'est intéressant, c'est un polytechnicien qui l'a inventé. Donc ils ne sont pas tous carrés, quoi. Et puis un autre exemple, un autre domaine où je pense que la France est très porteuse, c'est l'économie circulaire. Là, je pense effectivement à Jacques Vabre, hein, qui réutilise de marques de café pour faire pousser les champignons. Mais il y a aussi des jeunes qui s'imprègnent de ça. Effectivement, c'est là, je pense, que cette idée de flux de connaissances, hein, où, entre la France et l'Afrique et d'autres pays émergents va se concrétiser là, parce qu'en fait, il y a un jeune qui s'appelle Romain Chanu, qui a mis en place, un Français, a mis en place quelque chose qui s'appelle Jerry Together. C'est une façon de concevoir des ordinateurs avec des jerry cans, en réutilisant des composants électroniques fin de cycle. Et en fait, l'idée, ça s'appelle Open Source Hardware Movement. Il met en ligne les instructions pour assembler ça. Les jeunes communautés africaines peuvent, parce qu'en fait l'Afrique, vous connaissez bien, le problème c'est que c'est en train de devenir là on récolte les ordures électroniques, comme on appelle les déchets électroniques. L'idée ingénieuse, c'est de dire pourquoi on ne réachemine pas dans le cycle de valeur en consommant les ordinateurs, et ça ressemble littéralement, c'est un jerrycan qui contient l'ordinateur. Okay. Vous connectez ça avec ce qu'on appelle Raspberry Pi, c'est un ordinateur qui a la taille d'une carte de crédit. Je suis tout à fait convaincu que l'Occident a beaucoup amené en termes de technologie, mais ce que l'Occident manque, c'est l'imagination. On a une crise d'imagination. Et donc ma théorie d'innovation, c'est qu'en fait, les marteaux vont continuer à être conçus en Occident, mais les clous avec lesquels on va frapper, en fait, ça va exister dans les pays émergents. On appelle ça les use cases. Les champs d'application, on va les trouver dans les pays émergents. Et c'est là, je pense, qu'on peut avoir une belle synthèse où effectivement on peut trouver des problèmes à résoudre dans les pays émergents et on peut s'appuyer sur l'ingéniosité locale de ces pays émergents et intégrer ça avec les technologies de pointe qu'on a en Occident. Et si on fait cette synthèse, je pense qu'on aura moins un monde un peu antagoniste, hein, où on voit les pays émergents en train de s'approprier voilà, les parts de marché dans l'Occident ou quoi que ce soit. Parce qu'en fait, moi je vois que finalement c'est pas une question de s'approprier des parts d'un gâteau avec une taille fixe, c'est plutôt en fait, voilà, c'est créer un nouveau gâteau, quoi. Un gâteau plus grand en fait. Et c'est là le défi en fait pour nous, à la fois sur le plan politique étrangère et autres. Et là, encore une fois, pour conclure, je dirais que moi je suis fasciné par la rapidité à laquelle les Anglais, les Allemands même, les Néerlandais, sont en train justement d'adopter cette forme d'innovation en réseau. L'Angleterre parle déjà de remplacer leur politique d'aide étrangère avec une politique de co-innovation avec l'Afrique, en créant peut-être un centre à côté de Londres, en l'est de Londres, où ils vont pratiquer cette forme d'innovation frugale. Donc il y a de belles choses qui sont développées en Angleterre, hein, pour promouvoir l'innovation citoyenne, inspirer les pays émergents. Donc ce serait intéressant si au Quai d'Orsay il y a des gens qui pensent comme ça. Voilà. Merci beaucoup.